Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des transitions avec un S et des infrastructures. Nous en parlons avec Charlotte Aubin, à mes côtés en plateau, présidente et fondatrice de Greenwich Partners. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Oui, transition au pluriel, infrastructure au pluriel, et comment notamment le marché de la dette privée peut permettre de construire ces nouvelles infrastructures pour piloter ces transitions énergétiques et digitales. C'est le sujet qu'on évoque avec vous. Un mot de Greenwich, quel est l'objet de Greenwich dans le monde de l'investissement, Charlotte ? Ouais. Alors, Greenwich, c'est une société que j'ai fondée en 2010 et qui a pris différentes formes. Après 13 ans d'asset management et de banque d'affaires, en 2008, j'ai trouvé que ce serait intéressant de se concentrer sur l'économie réelle avec de l'impact environnemental et social. Et depuis sa création, nous faisons des activités de conseil financier et stratégique, donc sur des transactions d'infrastructures, éoliens, onshore, offshore, mais aussi conseiller des fonds. Et récemment, j'ai créé avec le groupe Crédit Mutuel Arkea, la filiale Shell Shore Prince, une plateforme sur la dette infrastructure. Ouais. On gère près de 700 millions sur plusieurs fonds et mandats. Et puis, l'autre partie de Greenwich est beaucoup plus entrepreneuriale et elle est toujours dédiée à la transition énergétique et digitale, avec de plus en plus de digital lié à l'efficacité énergétique. Les deux convergent, hein, voilà. C'est ça. Transition plurielle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors, ce sont les deux méga-tendances, transition énergétique, décarboner l'économie telle qu'elle s'est créée pendant des dizaines d'années, transition digitale, numériser l'économie, ces deux transitions trouvant des points d'intersection, de convergence, évidemment, Charlotte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre analyse, notamment du point de vue européen, avant et après le déclenchement du conflit en Ukraine, une crise géopolitique majeure, une guerre de haute intensité menée par un pays premier producteur exportateur de matières premières. Donc évidemment ça compte. On a ce concept de souveraineté, d'indépendance, qui est venu se rattacher à ces transitions, ces objectifs climatiques, ces objectifs de numérisation qui étaient déjà bien présents dans l'économie, dans la volonté politique. Alors, l'objectif de souveraineté, visiblement, est un levier assez important pour, donner une nouvelle dimension à ces transitions. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et est-ce qu'on peut le mesurer, d'ailleurs, aujourd'hui ? Ouais. Très clairement, Grégoire. Alors, nous, on a été précurseurs. Depuis 2009-2010, on s'est concentré sur des activités sur l'énergie. Il y a 3 grandes tendances qu'on a voulu capturer. L'électrification de l'économie. Et à travers l'énergie, on parle donc de la décarbonisation ou décarbonation, en français, de la décentralisation ou distribution. Donc, par exemple, dans la mobilité, les voitures électriques, mais aussi de la digitalisation. Ça, c'est les 3 grandes tendances sur la transition énergétique. Il y a eu un premier accélérateur qui a été la crise du Covid, alors sur les 2 segments, digital et énergie renouvelable, transition énergétique. Et puis, le fait du prince a été cette crise du gaz, parce que très clairement, le conflit Ukraine-Russe a déclenché une crise du gaz, le gaz étant l'énergie d'appoint dans le mix énergétique. Il se trouve qu'aujourd'hui, les sources d'énergie propre, je pense au solaire, je pense à l'éolien, alors l'hydroélectrique qui existe depuis toujours, sont aujourd'hui les sources d'énergie les moins chères. Quand on regarde sur le cycle complet de l'énergie, c'est la source la moins chère. Alors, il y a toujours différentes façons d'interpréter le nucléaire selon l'intégration ou non du coût de démantèlement, des risques non assurés, etc. Et donc, dans cette crise du gaz russe, très clairement, le pivot a été renforçons les énergies propres et on a vu un mouvement à travers l'Europe de libération de la réglementation et nous sur l'investissement
de développement massif de portefeuilles renouvelables avec une vraie accélération sur le permitting, sur la réglementation, sur le soutien, etc. Même en Suisse, qui est très protectionniste de l'environnement, on a vu une accélération du solaire. Et donc, l'enjeu, il est à la fois de décarbonation, mais, comme vous l'évoquez, Grégoire, d'indépendance énergétique. Et ça, c'est un sujet qu'on aurait au meilleur prix et dont on est sûr qu'on pourra la piloter et qu'on aura la capacité de la fournir, quoi qu'il arrive ailleurs dans le monde, quoi. Exactement. Ouais. Et surtout en local, et d'où les sujets aussi de décentralisation. Et puis ça amène un dernier sujet, on pourra en toucher un mot ensuite, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. L'efficacité énergétique qui devient un enjeu majeur dans les nouvelles infrastructures. Est-ce qu'on a eu cette même révélation, entre guillemets, sur la transition digitale, numérique, derrière le conflit? Il y a la question de la cybersécurité, bien sûr, il y a la question de la sécurité des données. Alors, c'est peut-être pas juste le conflit russo-ukrainien, mais ce phénomène de clubification du monde avec des zones plus ou moins amies qui est en train de se dessiner, de prendre corps aujourd'hui. Là aussi, ça a joué un côté accélérateur, révélateur de la transition numérique. Ça a repositionné cette transition. Alors, sur cet enjeu, alors là on est dans un enjeu autre que les infrastructures, mais l'enjeu du digital, il y a très clairement avec le Web 3.0 une grande accélération. Avec un besoin d'infrastructure, avec un besoin également d'accès à des matières premières, les métaux rares. J'ai assisté hier à un échange sur l'Afrique et les enjeux dans le nouvel ordre mondial. Il y a très clairement des gros enjeux d'accès aux matières premières tirés par la problématique digitale. Pour moi, il y a un autre élément derrière le digital, c'est la frugalité en énergie. Parce que on a besoin de digital pour optimiser l'énergie et la transition énergétique, mais on a aussi besoin d'énergie propre pour alimenter les data centers. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec la plateforme Shellshare. On vient de financer la construction du plus gros data center en Allemagne avec un des gros acteurs entre Google et Amazon qui s'est engagé sur 10 ans sur l'utilisation du data center et avec une rémunération très intéressante. Et étant donné le niveau de croissance sur les data centers, on a une croissance d'à peu près 25% par an. On est très loin de satisfaire les besoins de notre boulimie digitale. Et donc, il y a des belles opportunités d'investissement. Quand on parle infrastructure, on parle de dette, évidemment. C'est le marché clé pour financer ces transitions et ces transformations structurelles de nos économies, de nos appareils productifs, Charlotte. Qu'est-ce qu'on peut dire de la taille de ce marché aujourd'hui et aussi comment est-ce que ces acteurs de la dette que vous conseillez, avec qui vous travaillez, comment est-ce qu'ils s'adaptent au nouvel environnement de taux d'intérêt? Alors, je dois avouer que ça a été une aubaine pour les investisseurs ou financeurs en dette infrastructure. Pourquoi ? Alors, juste si on reprend les caractéristiques de l'infrastructure. Premièrement, on parle de services essentiels. Services essentiels, on en a besoin, quelle que soit la situation de l'économie. Récession ou pas, on a besoin d'eau, d'électricité et de mobilité. Deuxièmement, on parle d'actifs réels avec des cash flows contractés et indexés sur l'inflation. Ça tombe bien, on est dans une période inflationniste et donc la nature structurelle des infrastructures donne une protection naturelle contre les cycles économiques. Maintenant, si on se concentre sur la dette c'est un marché en infrastructure asset management qui s'est créé au milieu des années 2010 suite aux difficultés bancaires et un besoin de trouver des financements alternatifs, donc dits institutionnels, en substitution des banques, sachant que les actifs infrastructures sont financés à 80% en dette. Donc on a eu assez rapidement l'émergence des fonds d'infrastructure equity qui sont substitués aux États et puis la dette est venue plus tard. Mais on parle de 80% de la taille du marché. Alors j'ai un ou deux chiffres en tête. Sur l'Europe, depuis 2014, on est entre 160 et 200 milliards par an sur l'Europe en infrastructure. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est le flux d'investissement annuel en infrastructure en Europe. Voilà. J'ai un autre chiffre en tête qui est intéressant, c'est à l'échelle globale.
sur le clean energy, qui est quand même un des secteurs qui nous intéresse. Attendez, je reprends. Oui, oui. Pardon. En 2014, on avait moins de 100 milliards par an, alors qu'on était déjà dans une phase de transition énergétique. Bien sûr. En 2021, on était à 1,4 trillion. 2022, 1,2 trillion par an en clean energy. Ce qui représente les 3/4 des investissements en infrastructure énergie à l'échelle mondiale. Maintenant, le point intéressant sur la dette, quand on finance des infrastructures, on finance des actifs réels. Et quand on met en place un financement bancaire, on le met avec des sûretés sur des actifs tangibles. Bien sûr. Ce qui veut dire, je donne un exemple, l'Assor en 2013 a été dans une situation de défaut. On n'a pas coupé Service les aux robinets. collectivités, l'Assor, c'est ça. Exactement. Gestion de l'eau, etc. Gestion de l'eau. On n'a pas coupé les robinets, évidemment. On a restructuré et on est reparti. Ce qui veut dire que l'infrastructure financée en dette, le financement dette, a très peu de cas de défaut. Ouais. Donc, sur de l'investment grade, on est inférieur à 3% sur 10 ans et sur du double B, on est inférieur à 4%. Et en parallèle de ce taux de défaut très faible, on a un recouvrement très élevé. C'est le cas de l'Assor, où quand on a des actifs qui délivrent des services essentiels, on ne va pas s'en priver. Donc, on restructure. Et l'équation financière. Et j'en viens à la notion des taux. Alors, nous, on finance en taux variable. Sur nos investissements avec Shellshore, on finance en taux variable, donc spread au-delà de l'Euribor. Ça tombe bien. On avait sur du investment grade un spread de 2,5, mais on partait de 0 quasiment en 2021. Maintenant, on y ajoute 3,5, 4%. Et puis, sur du double B, on cherche des spreads de 5 à 6%, auxquels on rajoute 3,5 à 4%. Donc, ce qui veut dire on se retrouve avec des financements en dette, avec des ratings double B ou triple B, avec peu de risques de défaut, un bon recouvrement, sur des niveaux de TRI d'environ 10 à 11% selon les transactions. Donc, résilience, décorrélation. Et dans cet environnement d'inflation, d'incertitude, de récession, on n'est pas très clair sur le scénario économique de l'Europe. Ça explique le succès. Voilà. Ça explique le succès de ces marchés, effectivement, tels que vous les avez décrits. 30 secondes pour nous parler de la nouvelle frontière, pour vous, justement. Oui. Alors, la nouvelle frontière, qui est mon nouveau dada, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. L'efficacité énergétique. Alors, ça, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Et il se trouve qu'il y a une opportunité très intéressante aujourd'hui, c'est la situation immobilière. Donc, en France, on a une problématique à la fois réglementaire sur l'efficacité énergétique, la performance énergétique de l'immobilier, avec entre parenthèses, un risque de gilet jaune sur cette réglementation qui est beaucoup trop dure. Partout en Europe. Exactement. On a en plus une augmentation du prix de l'énergie et une augmentation des taux, ce qui met un gros stress sur l'énergie, sur l'immobilier. Et donc, on s'est embarqué dans une plateforme afin de... Bon, je serais ravie de venir en parler une fois. C'est le teaser, là, Charlotte. Voilà. Mais on s'est embarqué sur un projet d'efficacité énergétique au service des citoyens et de la préservation de leur patrimoine et de leur pouvoir d'achat. Et on en reparlera. Efficacité énergétique appliquée à l'immobilier, ça permet de préserver la valeur de son bien immobilier. C'est ça l'idée. C'est le message qu'il faut faire passer. Merci beaucoup, Charlotte. Charlotte Aubin, qui est avec nous sur ce thème des transitions et des infrastructures, présidente et fondatrice de Greenwich Partners, invitée de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.